Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. Et ce soir, on va évoquer le transport aérien en Afrique et ce dimanche noir sur le continent. On en parle tout de suite avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Une fois n'est pas coutume, c'est donc avec une triste nouvelle. C'est une triste nouvelle qu'on évoque ce soir. Ce dimanche, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines a enregistré un crash d'avion qui a fait 157 morts, dont 8 membres d'équipage. Le PDG du groupe, qui s'est rendu sur le site de l'accident, a confirmé qu'il n'y avait pas de survivants parmi les passagers du vol, ce vol qui reliait la capitale éthiopienne à Nairobi, au Kenya. Mamadou Diouf, est-ce qu'on peut d'abord dire que c'est la première fois qu'Ethiopian Airlines subit un tel drame? Oui, à ce niveau, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à une telle situation. Et c'est vraiment dommage quand même parce que cette compagnie, parmi les compagnies africaines, peut être considérée comme le fleuron. Ça fait 54 ans qu'ils sont là. Les autres compagnies, souvent, ont disparu pour revenir sous une autre forme. Et quand il y a des crashs, il y a l'éternel problème, qui est responsable? Est-ce que c'est l'être humain? Est-ce que c'est la machine? Il y a tellement d'interrogations que pour Ethiopian Airlines, au-delà du nombre de victimes qui va être quelque chose de très lourd à assumer pour eux, parce que c'est eux qui portaient la responsabilité de ces passagers, il y aura beaucoup d'interrogations également sur l'impact que cela va pouvoir avoir. Surtout quand ça arrive comme ça, inattendu, juste après un décollage. C'est allé très vite. Il faut vraiment dire que ça allait très, très vite. Alors, pour le moment, beaucoup sont en train de tourner un regard vers l'appareil lui-même, le Boeing 737 MAX. Oui, c'est vrai que quand il y a un accident d'avion, soit c'est l'erreur humaine, soit c'est la machine elle-même, soit c'est les deux. Soit c'est quelque chose qui est extérieur, les conditions météo, etc. Il se trouve que dimanche, il n'y avait pas de problème au niveau de la météo. Oui. Donc, on ne peut pas indexer ce facteur extérieur. Le pilote lui-même, Mohamed Nour Mohamed, est un pilote expérimenté. Donc, il n'y avait pas de souci a priori par rapport à la personne. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont tendance aujourd'hui à se poser des questions sur un problème technique. S'il y a eu défaillance technique en ce moment, on a beau être un pilote expérimenté, bon, on fait ce qu'il a essayé de faire, retourner pour atterrir à nouveau, essayer de régler le problème. Et malheureusement, ils n'ont pas eu le temps d'arriver au niveau de l'aéroport. Mais toujours est-il que les gens font des rapprochements aujourd'hui avec un autre avion, toujours 737 MAX, qui lui également avait connu un crash dans les mêmes conditions au niveau de Java. Et puisque c'est les mêmes conditions, les deux pilotes ont attiré l'attention de l'aéroport sur les mêmes éléments. Ça amène les gens à se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas dans la fabrication de l'avion qu'il y a un problème? Et c'est pourquoi Ethiopian a pris, par exemple, une mesure de prudence en laissant au sol tous les avions de la même série. Pékin a fait exactement la même chose. Les avions étaient partis, mais ils ont demandé à tous ces avions, quand ils vont se retrouver sur le sol, qu'aucun avion ne décolle jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui s'est passé. Donc là, ça montre clairement qu'il y a une crainte qu'il y ait un problème technique qui soit en partie ou totalement responsable de ce crash. Alors ça veut dire que même si le directeur de Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, dit qu'il ne faut pas pour le moment faire de spéculation, on semble ne pas trop s'intéresser à la piste de l'erreur humaine. Non, on ne semble pas trop s'intéresser parce qu'il y a d'autres éléments aussi. Parce que le même avion, quand Boeing s'est mis à faire les tests en 2017, le même avion 737 MAX avait eu des problèmes. Boeing avait été obligé d'arrêter les tests puisque les moteurs avaient été fabriqués par General Electric et le français Safran. Ils ont été obligés d'arrêter et de revoir les moteurs. Est-ce que c'est ça le problème? Ou bien, est-ce que c'est ce que les pilotes américains disaient eux-mêmes, la Fédération des pilotes américains, qui avait fait la remarque qu'au niveau de l'ordinateur de bord, il y a parfois des problèmes qui amènent l'avion au moment où l'avion doit aller dans le sens de remonter à piquer, c'est-à-dire à descendre. Et le pilote se retrouve dans des problèmes parce que de plus en plus, il faut le dire également, ce n'est pas le pilote qui conduit l'avion comme on conduit une moto.
Actuellement, beaucoup d'avions n'ont pas besoin de pilotes pour fonctionner. Il faut le dire également, ce qui fait que même la responsabilité humaine est réduite par rapport à tout ce qu'il y a là-bas comme un matériel permettant de pouvoir faire voler un avion. Mais les suspicions sont là quand même par rapport à ce Boeing 737 MAX sur le plan technique. Il y a plus aujourd'hui de suspicions par rapport à l'appareil que par rapport au pilote lui-même. Alors, et si dans ce cas, il y a quelqu'un qui doit prendre un coup dur, ça doit être Boeing? Mais un coup très dur. Pas seulement un coup dur, mais un coup très dur parce que sur la décennie à venir, cet avion est pratiquement le fleuron de Boeing. Il y a énormément de commandes. 64% de la commande de Boeing jusqu'en 2032 concerne ce type d'avion. Puisque c'est lui qui va venir remplacer pratiquement la génération des 737 qui sont en train aujourd'hui d'être retirés progressivement après avoir fait partie des meilleurs avions. Donc c'est celui-là qui était vraiment mis au devant pour les commandes. Le risque, il est multiple. Si les gens se rendent compte que l'avion pose problème, les gens pourraient même retirer des commandes qui avaient déjà été faites. L'autre élément, Boeing va devoir retirer les avions qui avaient été déjà livrés. Mais même si on retravaille sur ces avions, est-ce que les compagnies vont prendre? Parce que les gens sont là aussi pour te dire, moi je veux voyager, je vous pose la question, mon vol c'est quel avion? Parce que j'ai ce droit de savoir de quel avion il s'agit. Si c'est Boeing 737 MAX, je me dis, bon, je préfère attendre un autre vol au lieu de prendre cet avion, sans compter également les gens qui investissent dans ces compagnies de fabrication des avions. Tu ne vas pas investir pour un avion qui risque d'avoir des problèmes par rapport au marché, alors que quand on parle d'avion, on raisonne en centaines de milliards. Ce n'est pas de petites sommes. Donc tous ces éléments font qu'effectivement, Boeing court un énorme risque. Si après ce qui s'est passé au niveau de Java, parce que là-bas c'était clair qu'il y avait un problème technique avec l'indicateur de vitesse, c'est ce qui a été révélé par les boîtes noires quand on a exploité les données des boîtes noires. Si encore une fois ici, l'incident est un incident technique, Boeing risque d'avoir des problèmes avec ses commandes pour la 737 MAX. Et pour le moment, les deux boîtes noires ont été retrouvées, donc dans les prochains jours, on risque d'en savoir un peu plus. Oui, puisqu'on a cette particularité avec les avions, les derniers, en fait, tout ce qui se passe dans l'avion est déjà enregistré. Et quand il y a un crash, on s'intéresse surtout au dernier moment. Puisque le pilote parle, il y a un certain nombre d'indicateurs techniques que les boîtes noires récupèrent. Et les boîtes noires vont permettre de savoir exactement qu'est-ce qu'il y avait comme problème au moment où le pilote appelait l'aéroport pour dire « je suis obligé de revenir parce que j'ai des difficultés avec l'avion ». La difficulté là, c'était quoi? Puisqu'on ne peut pas interroger le pilote aujourd'hui, puisqu'il n'est plus de ce monde. Et les boîtes noires jouent un peu ce rôle de conservateur des données du vol, mais également du dialogue que le pilote avait eu avec l'aéroport pour savoir de quoi le pilote parlait, qu'est-ce que le pilote avait indexé au niveau de l'appareil comme difficulté. Après l'exploitation, on aura certainement plus d'informations là-dessus. Alors, il y a des victimes de 32 nationalités dans l'appareil. Oui, les avions, c'est comme ça. Comme on dit, c'est généralement l'international, excepté des petits avions qu'on utilise pour des vols intérieurs au niveau d'un pays. Et même dans ce cas, parfois, on se retrouve avec plusieurs nationalités. Qu'on n'oublie pas que Ethiopian n'est pas une petite compagnie. C'est vraiment une grande compagnie, pas pour faire leur publicité, c'est la réalité. Et quand on regarde le nombre de nationalités qui sont concernées, ça montre les confiances que les gens avaient par rapport à une telle compagnie aérienne, de sorte que quand des incidents de ce genre arrivent, on n'est pas surpris de voir que plusieurs nationalités sont concernées, parce que quand une compagnie a de la notoriété, mais on n'hésite pas à y aller, quelle que soit la nationalité qu'on a, et ils avaient incontestablement cette notoriété depuis une cinquantaine d'années. Et est-ce qu'au niveau d'Ethiopian Airlines, actuellement, il y a une cellule de gestion, que ce soit pour la crise elle-même, de gestion psychologique d'accompagnement des familles des victimes? Oui, ils l'ont fait. Les deux cellules sont là. C'est vrai que la cellule d'accompagnement des victimes a tardé, parce que quand on regarde les réactions de ceux qui attendaient des passagers au niveau du Kenya, les gens se plaignaient parce que l'information leur est finalement venue même par les réseaux sociaux. Bien sûr, avec l'inconvénient du réseau social où
Chacun y va avec sa thèse. Ils ont mis du temps avant d'aller parler et certainement, ils étaient en train d'essayer de rassembler les éléments d'information pour ne pas venir donner une information aujourd'hui et venir donner par la suite une autre information, surtout en ce qui concerne les passagers. Ils ont voulu s'assurer qu'il n'y a pas de survivants, parce que vous venez dire aux gens qu'il n'y a aucun survivant. Il faut vraiment s'assurer qu'effectivement, il n'y en a pas avant de donner une telle information. Mais ils ont quand même mis finalement une cellule de crise pour ce qui est de l'accompagnement des parents des victimes et des proches. Ils ont également une cellule de crise parce que autant Boeing peut se retrouver dans des difficultés, autant Ethiopian peut se retrouver également dans des difficultés. Parce que les passagers, quand ils prennent l'avion, certes, c'est pour aller vite, mais c'est également pour arriver à Bonfort en une seule pièce. Si les gens se mettent à douter de la sécurité quand on prend Ethiopian risque également de prendre un coup, même si la faute aurait pu être une faute technique qu'on devrait attribuer à Boeing, puisque c'est arrivé avec leur avion. Je ne suis pas sûr que tout le monde va se dire que c'est Boeing. Beaucoup de gens vont se dire que c'est Ethiopian qui est tombé. Et généralement, quand ça arrive dans une compagnie, vous allez voir, dans les jours qui suivent, il y a une chute au niveau des achats des billets, puisqu'il y a un peu cette prudence qui est presque naturelle chez l'être humain. Comme c'est tombé une fois, on ne veut pas aller essayer une seconde fois. Donc, ils ont effectivement mis en place aussi une commission pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe, parce qu'ils vont devoir communiquer pour ne pas perdre leur clientèle. Est-ce que dans la flotte d'Ethiopian, il y a beaucoup de 737 MAX? Il n'y en a pas trop pour le moment, mais il va y en avoir beaucoup, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'avion qui est de plus en plus en vogue et qui va prendre la place des 737 qu'on a l'habitude de voir. C'est un des gros concurrents de Airbus, parce que Airbus également est sur le marché. Et les gens craignaient quand même que ce soit cet avion qui puisse créer des problèmes à Airbus à cause de la commande que les gens voyaient déjà. Et c'est pourquoi Ethiopian a demandé à ce que ces avions, qui faisaient partie de ces 737 MAX, restent au sol. Les autres avions vont continuer à voler, mais bien sûr, est-ce que les gens feront la différence entre les avions ou Ethiopian? Ce n'est pas évident. C'est pourquoi ils ont déjà commencé à prendre des mesures conservatoires pour tranquilliser la clientèle, pour garder également la crédibilité de la compagnie. Généralement, lors de crash d'avion, les enquêtes, ça prend énormément de temps, plusieurs mois, voire des années. Est-ce que les familles ne risquent pas d'attendre très longtemps avant d'avoir des réponses? Je me dis que c'est dans la communication qu'il faut expliquer toutes ces choses aux familles. Ça prend du temps parce que si Boeing est responsable, Boeing va participer aux indemnisations. Et vous imaginez 157 morts, je ne sais pas dans quel tribunal ils vont aller. En fonction des tribunaux, c'est des dizaines de millions à payer pour chaque personne. De sorte que, si vous voulez que Boeing paye, il va falloir amener tous les éléments de preuve qui vont montrer que la responsabilité est la responsabilité de Boeing. Si ce n'est pas la responsabilité de Boeing, c'est Ethiopian qui va devoir payer. Bon, rien que sous cet aspect financier, on ne va pas venir facilement dire c'est un tel ou bien c'est un autre. Il va falloir amener des éléments, des arguments solides pour qu'on dise à la personne, voici ta responsabilité, et en retour, voilà ce que vous devez payer en termes de dédommagement. L'autre élément, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un enjeu qui est là pour Boeing, il y a un enjeu qui est là pour Ethiopian. En fonction de qui porte la responsabilité, ça peut jouer par rapport à la clientèle de la compagnie ou bien du constructeur d'avion. Cela aussi fait que personne ne va accepter qu'on lui impute aussi facilement la responsabilité, plus le fait que quand c'est un avion, bon, quand il est tombé, l'avion n'est plus là, généralement le pilote également n'est plus là, il va falloir y aller détail par détail, aller sur le lieu, ramasser tous les ensembles d'éléments qui vont pouvoir servir d'indice, aller regarder, aller dans les laboratoires, essayer de comprendre avant de pouvoir tirer une conclusion. Je crois qu'il faut communiquer avec les parents des victimes pour que les gens le comprennent, qu'on ne s'attende pas à un procès où dans une semaine, on va déclarer que c'est tel ou tel qui est responsable. Ce n'est pas comme ça que cela se passe. Mais qu'on ne s'y méprend pas, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr. Oui, ça, quand on le dit, ça pose problème aux gens. C'est le moyen de transport dont l'accident, effectivement, est le plus spectaculaire, mais c'est le moyen de transport le plus sûr. Parce que quand les gens comparent, on regarde dans nos pays, quand on parle d'accident d'avion, on en parle à travers le monde. Ce n'est pas tous les jours qu'on annonce un accident d'avion.
Alors que dans nos pays, les voitures et les motos, etc., c'est des accidents tous les jours. Même le nombre de décès, bien qu'il est extraordinaire quand un avion tombe, quand on compare à nos voitures, à nos motos par année, la route tue plus que les avions. Donc malgré le caractère spectaculaire, l'avion est le moyen le plus sûr parce que quand tu décolles, on vérifie le pays où tu veux atterrir, on va savoir de quel avion il s'agit, est-ce que l'avion est en norme, de quel pilote il s'agit. Si vous descendez avant de remonter, on vérifie à nouveau. Il n'y a pas un autre moyen de transport qui est autant contrôlé. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et on en profite pour présenter toutes nos condoléances aux familles des victimes, dont un Togolais qui était également à bord de ce vol. Toutes nos condoléances. On marque la pause et après on reçoit l'invité de ce jour.